Moi, j'ai eu le déclic parce que si tu veux, j'étais salarié pendant de nombreuses années. Comme je te disais, j'étais très content. Mais un jour, j'en avais un peu marre de ramener pas mal d'argent et puis ne toucher, je sais plus, enfin peu importe, mais je touchais que 5% de ce que je ramenais et tout, tu vois. Donc je me suis dit, je connais du monde, peut-être que je peux le monétiser en étant à mon compte. Puis au bout de la 10e demande de Chinois, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire et tout. Il y a une opportunité à saisir, comme on dit. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, je vais créer un petit réseau d'affaires, un petit club de rencontres business professionnelles entre des Chinois qui veulent rencontrer des Français. Donc c'est comme ça qu'est né le Chinese Business Club en 2012. Ça fait à peu près 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Bonjour Harold Parizeau. Harold Parizeau. Harold Parizeau. Harold Parizeau, vous êtes le président fondateur du CBC, le Chinese Business Club. Le Chinese Business Club. Le Chinese Business Club est un grand rendez-vous d'affaires franco-chinois organisé tous les mois par Harold Parizeau. Moi j'étais convaincu de cette idée au départ, contrairement à beaucoup de gens autour de moi. Peu de gens y croyaient. Beaucoup de gens m'ont dit Harold, oublie, t'as aucune chance, etc. Mais moi j'étais convaincu que ça marcherait parce que déjà les Chinois ils sont bosseurs. 1 milliard 400 millions de gens qui bossent, qui ont envie de gagner du fric, tu vois, qui ont faim, donc il y a un truc à faire. On est entouré d'entrepreneurs au quotidien et de voir que de temps en temps, tu as des petits projets, des petites startups qui un jour sont valorisées plus d'1 milliard. Moi, je suis admiratif, hein, tu vois, ça fait rêver tout le monde, franchement, c'est beau. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Pleine Grandes Écoles. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du format Big Boss et on se retrouve aujourd'hui avec Harold Parizeau, président du Chinese Business Club. Harold Parizeau, est-ce que tu peux te présenter, d'où tu viens, qui tu es? Oula, c'est une grosse question. Salut Dorian, écoute, merci pour l'invitation. Mon nom est Harold Parizeau, je suis effectivement président du Chinese Business Club. C'est un réseau d'affaires que j'ai créé en 2012, donc ça fait déjà quelques années. Le temps passe si vite. Et la particularité de ce club, si tu veux, c'est que c'était franco-chinois jusqu'au Covid. Malheureusement, depuis 2020, il n'y a plus beaucoup de Chinois dans mon club. Donc désormais, le club est franco-français à 90%. Et puis pour tout ce petit monde, c'est 130 sociétés membres. Je leur organise à peu près une quinzaine d'événements par an à Paris sous forme de mise en relation, cocktail et déjeuner d'affaires tous les mois avec à chaque fois un super invité d'honneur. Magnifique. On va revenir un petit peu sur ton parcours académique. Tu as côtoyé l'ESSEC. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Harold Parizeau dans sa jeunesse? Oula, tu ne seras pas déçu. Écoute, moi j'étais pas très discipliné quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, les études ne m'intéressaient pas beaucoup. Puis au fur et à mesure des années, si tu veux, j'ai pas trop eu le choix que de m'y mettre. Finalement, j'ai fait une école de commerce, donc l'ESSEC à Cergy. Et puis après, j'étais salarié pendant pas mal d'années dans les télécoms, dans les assurances, etc. Donc j'étais très content parce que j'avais mon petit salaire qui tombait à la fin de chaque mois. Et puis un jour, j'ai eu le déclic entrepreneurial. Et puis j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur en 2010. Et c'est là où je me suis mis à mon compte. Et voilà, je dis déclic entrepreneurial parce que c'était pas du tout évident. Et c'est pas évident de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc en gros, il y a quand même une prise de risque. Surtout que moi, j'ai jamais eu d'argent de ma famille, entre guillemets, ni don, ni héritage, ni donation, ni quoi que ce soit. Donc le problème, c'est que tu as la trouille de te planter, évidemment. Et puis si tu te plantes, tu vois, c'est pas évident, mais bon, bref. Voilà en gros un peu le track record. Et puis je suis tellement content d'être entrepreneur et pour moi, ce serait impossible de redevenir salarié aujourd'hui. Et justement, parle-nous de ce déclic. Pourquoi tu as voulu prendre des risques et si tu as motivé alors que justement tu n'avais pas, on va dire, les ressources initialement, le capital culturel qui te permettait ça à la base? Oui, et puis aujourd'hui, je pense que c'est plus facile de devenir entrepreneur aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans, bien très sûr. Sincèrement. Aujourd'hui, il y a des forums, il y a des tutos, il y a des émissions comme Qui veut être mon associé, etc. Il y a le Chinese Business Club. Il y a le Chinese Business Club. Non, mais tu vois ce que je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'aide et tant mieux, hein, je trouve ça génial, ça va évidemment dans le bon sens. Moi, j'ai eu le déclic parce que si tu veux, j'étais salarié pendant de nombreuses années. Comme je te disais, j'étais très content. Mais un jour, j'en avais un peu marre de ramener pas mal d'argent à mes boss. Et puis, ne toucher, je sais plus, enfin peu importe, mais je touchais que 5% de ce que je ramenais et tout, tu vois. Donc, je me suis dit, je connais du monde. Peut-être que je peux le monétiser en étant à mon compte. Donc voilà, c'est une prise de risque. Après c'est vrai que les premières années, je te cache pas que je me suis posé 12 000 questions. Est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, parce qu'évidemment au début ça marche pas, au début tu gagnes pas d'argent
Et donc, tu te dis, est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que je fonce pas droit dans le mur? Évidemment que c'est dur. On se pose des questions tout le temps. Et puis, au fur et à mesure où on voit que le projet grossit, grandit et commence à être lucratif, on dit que finalement, c'était pas une mauvaise affaire. Moi, avant, quand j'étais salarié, comme je te disais, j'étais très content. Mais j'avoue que le passage de salarié à entrepreneur, mine de rien, c'est une vraie aventure. Donc voilà, moi je l'ai fait via une rupture conventionnelle. Je suis resté en très bon terme avec mon ancien patron, qui est resté un copain. Et voilà, mais c'est vrai que le passage est pas évident. Et justement, qu'est-ce que tu as fait de 2010 jusqu'à 2012, le lancement officiel du Chinese? Écoute, en fait, je me suis lancé effectivement à mon compte en tant qu'entrepreneur en 2010. Au début, j'ai fait un peu d'immobilier, donc j'ai voulu faire de l'immobilier de prestige sur des biens immobiliers off-market, c'est-à-dire qu'en amont, j'avais des vendeurs qui voulaient vendre discrètement, sans passer par les grandes agences, en aval des acheteurs étrangers. J'ai fait quelques dossiers. Mais c'était dur, je vais te dire pourquoi, parce que moi, ce que je trouve, c'est que dans l'immobilier, je trouve que c'est un métier qui est difficile. Et puis en plus de ça, il y a peu de récurrence. C'est-à-dire que tu fais un deal, c'est super, en termes de trésor, c'est absolument génial, mais après, il peut très bien ne rien se passer pendant 6 mois, 9 mois, 12 mois, etc. Tu vois. Donc psychologiquement, c'est quand même assez dur. Et donc, mais néanmoins, grâce à cette expérience, j'étais en contact avec des acheteurs étrangers, des Moyen-Orientaux, des Asiatiques, des Chinois, etc. Puis à chaque fois, ils me disaient à chaque fois, j'avais des Chinois qui me disaient mais monsieur Parisot, on veut rencontrer des patrons français, si vous avez des marques françaises à vendre, ça nous intéresse, on veut rencontrer des journalistes français, etc. Puis au bout de la 10e demande de Chinois, je me suis dit il y a vraiment un truc à faire et tout, il y a une opportunité à saisir, comme on dit. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, je vais créer, alors tout ça a été très informel au début, je te le dis, je vais créer un petit réseau d'affaires, un petit club de rencontres business professionnelles entre des Chinois qui veulent rencontrer des Français, et puis de l'autre côté, des Chinois qui veulent rencontrer des Français. Donc c'est comme ça qu'est né le Chinese Business Club en 2012. Et donc j'ai fait le premier déjeuner, c'était au Polo de Paris à Bagatelle. Le premier déj, il était un peu foireux, mais c'est comme ça que tout ça a démarré. C'est l'entrepreneuriat, donc magnifique. Donc finalement, l'univers de la Chine, parce que en fait, tu as saisi une opportunité d'un petit business dédié, on va dire, à l'immobilier de prime abord, puis après orienté sur donc le Chinese Business Club. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as justement construit ce premier déjeuner jusqu'à maintenant, le Chinese qu'on connaît? Et je te l'ai fait en raccourci. En raccourci, et juste pour faire la petite promo, vous pouvez voir directement des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Plein de grandes écoles vient couvrir régulièrement le Chinese Business Club. Il y a les vidéos en description. Tony Parker, Nelson Montfort, Jonathan Geloff, Anthony Bourbon et plein d'autres qu'on a pu rencontrer justement au Chinese. C'est vrai. Alors tout ça, c'est des habitués du club, effectivement. Pour revenir un peu au début, si tu veux... la réponse risque d'être un peu longue, mais au moins ça permet de détailler le processus. Moi, j'étais convaincu de cette idée au départ, contrairement à beaucoup de gens autour de moi. Peu de gens y croyaient. Beaucoup de gens m'ont dit Harold, oublie, t'as aucune chance, etc. Mais moi, j'étais convaincu que ça marcherait, parce que déjà, les Chinois, ils sont bosseurs. Ils sont 1,4 milliard. Donc, tu vois, ça fait quand même 1,4 milliard de gens qui bossent, qui ont envie de gagner du fric et qui ont faim. Donc, c'est quand même, il y a un truc à faire. Et puis, le premier déjeuner en septembre 2012, il y avait très peu de Chinois, il n'y en avait que 3 ou 4, il y en avait 4 je crois. À la fin du déj, tout le monde me dit Harold, c'est super sympa, mais il n'y a pas de Chinois dans ton club, ce qui était vrai à ce moment-là. Et donc, résultat, il y a un des 4 Chinois vient me voir à la fin du premier déj, donc au Polo de Paris à Bagatelle, et me dit monsieur Parisot, si vous recommencez, invitez-moi. Et je lui dis très sincèrement, je ne sais pas si je vais recommencer. Vous voyez bien que là, la parité entre nombre de Français et nombre de Chinois n'est pas du tout respectée. Il devait y avoir, 45 Français et 4 Chinois, donc si tu veux, c'était complètement déséquilibré. Il me dit mais moi, monsieur Parisot, je vous aide, etc. Et donc, je l'ai pris au mot. Et effectivement, la fois d'après, il a commencé à me faire venir des marques chinoises qui sont présentes en France, comme Huawei, Haier, Lenovo, Air China, Comac, Avic, UnionPay, JD, Alibaba, Chine, etc. Des marques chinoises, il y en a plein. Alors après, on ne sait pas toujours qu'elles sont chinoises, mais en tout cas, toutes celles que je viens de te citer, elles sont toutes 100% chinoises. Et puis c'est comme ça qu'est né le club. Le seul truc, si tu veux, c'est qu'au bout d'un an, 1 an et demi, le business model n'était pas du tout viable et n'était pas du tout rentable. Donc, parce qu'en gros, je t'explique, moi, je faisais payer uniquement les déjeuners, les couverts. Donc, les gens qui venaient payer leurs couverts, l'argent rentrait d'un côté et ressortait de l'autre avec la location de la salle, etc.
business model totalement bancal. Donc, bancal, pardon. Donc, résultat, j'en parle à des copains entrepreneurs au bout de 12-18 mois et je leur dis, bah voilà, je sens que ça marche, je sens que ça plaît, les gens reviennent, mais je ne gagne pas d'argent. Problématique, quand tu as une boîte ou tu es chef d'entreprise, c'est compliqué. Et donc j'explique un peu le principe du club à quelques copains entrepreneurs et eux sont unanimes et disent, mais Harold, il n'y a qu'une seule solution. Tu rends l'adhésion et le membership obligatoire. Ah, je dis, ok, mais le problème c'est que si je fais ça, les 2/3 des gens vont me dire merci, au revoir. Et il me dit, ouais, tu as raison, les 2/3 vont pas rester et un tiers va adhérer au club. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est là où les entrepreneurs autour de moi ont été de bons conseils parce qu'effectivement, les 2/3 m'ont dit, finalement, ça ne nous intéresse plus. Bon, ok, pas de souci. Et un tiers m'ont dit, pas de problème. Nous, notre société, notre marque, notre groupe adhère à votre club, etc. Envoyez-nous la facture, on attaque. Et résultat, je me suis retrouvé en quelques semaines à signer, je sais pas, de mémoire, une douzaine de sociétés membres. Donc, si tu veux, pour moi, ça y est, c'était le début de 2013. Ouais, un an et demi après. De toute façon, je ne pouvais pas mettre une adhésion obligatoire dès le premier jour. Ah oui, personne n'aurait payé. Enfin, tu vois, si les gens ne sont jamais venus, qu'ils n'ont jamais essayé, que tu n'as pas ce qu'on appelle de track record, etc., les gens ne vont pas payer pour un truc qui n'existait pas quelques semaines avant ou quelques mois avant. Et c'est logique. Là, au moins, tu vois, il y avait un an et demi d'existence. Résultat, il y a des sociétés et des marques qui ont joué le jeu et qui ont dit, nous, ok, banco et tout. Donc, c'est vraiment comme ça qu'est né le truc. Après, les 3 premières années étaient un peu galère dans le sens où j'avais pas toujours les contacts, le réseau, etc. Macron est venu en 2015, ça a été un gros coup de pub. Depuis 2015, le club cartonne, donc ça, franchement, ça fait plaisir. Après, entre-temps, il y a eu le Covid en 2020. Et donc là, plutôt que de changer la marque du club, plutôt que de changer de cible, etc., je me suis dit, je ne change pas la marque du club, mais j'élargis la cible. C'est-à-dire que je cible tout ce qui est start-up, TPE, PME, entrepreneurs, ETI, licorne, etc. Le but, c'est de dire à ces sociétés, petites sociétés qui marchent très bien, peut-être qu'avec un bon réseau et un bon carnet d'adresses, peut-être que vous pourriez développer de façon exponentielle votre chiffre d'affaires et votre business. Voilà. Et je pense que le message est bon parce qu'aujourd'hui, le club n'a jamais aussi bien marché aujourd'hui que depuis la création du club en 2012. Justement, en parlant de carnet d'adresse, est-ce que tu peux prendre le petit carnet qu'il y a juste derrière toi, le Harold, listing. Le listing, pardon, exactement, mais qui peut s'apparenter à un carnet d'adresse, avec juste des noms, et le présenter peut-être directement à la caméra. Alors, ici. c'est pas un carnet d'adresse, mais ça, en fait, explique-nous un petit peu. Mon cher Dorian, il s'agit donc du listing de tous les gens qui étaient présents sur un déjeuner. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du déjeuner du mois de novembre 2024. L'invité d'honneur, c'était le professeur de criminologie Alain Bauer, et dedans, on s'aperçoit que, effectivement, alors chaque fois, tu as le listing avec nom, prénom, fonction, société. Il y a à peu près 250 couverts à chaque déjeuner. Et là, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, tu as pas mal de gens assez connus. Tu as Carole Bellemare du Figaro, tu as Philippe Douste-Blazy, Laurent Dassault, Bernard de la Villardière, Nelson Montfort, Jacques Séguéla, le professeur Salman, Frédéric Mazella de Blablacar, Jonathan Anglove. Après, je ne vais pas tous les lire. Il y en a beaucoup. On ne va pas tous les faire, mais il y a près de 500. Voilà. Je vais te dire, à chaque déjeuner du club, il y a des milliardaires français qui sont très connus, les Dassault, les Courtin-Clarins, etc. Tu as beaucoup de business angels, beaucoup d'investisseurs. La plupart des chefs d'entreprise qui viennent au club sont propriétaires de leur entreprise. On a également des sportifs professionnels, des chefs cuisiniers, des sénateurs, des députés, des ambassadeurs. Enfin, voilà, beaucoup de journalistes. Moi, mine de rien, les chefs d'entreprise qui viennent au club sont ravis de se retrouver avec des portraits, articles, citations, interviews, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est un peu de la publicité gratuite. Et donc, c'est vrai qu'à chaque déjeuner du club, tous les mois, on a Le Figaro, Challenge, Les Échos, Le Point, BFM, etc., BFM TV, etc. Tu vois, donc moi, les membres sont ravis d'avoir des retombées presse parce que ça a une vraie valeur immatérielle. Ça contribue au REI.
C'est ça, et tu nous parlais justement, donc à chaque déjeuner, un invité d'honneur. Ça a été notamment une dynamique nouvelle à partir de 2015 avec l'arrivée, en invité d'honneur d'Emmanuel Macron. Il y a eu Alors ministre de l'économie. Alors ministre de l'économie, Pas exactement, encore président. à ce moment-là, sous Ouais. le gouvernement Hollande à ce moment-là. Et énormément de personnalités, qu'elles soient politiques ou entrepreneuriales. Nicolas Sarkozy, le prince Albert de Monaco. Il y a eu ensuite Anthony Bourbon, Éric Alors Archevêque. effectivement, moi j'aime bien avoir des invités d'honneur qui ne laissent pas indifférents. Donc ce sont soit des chefs d'État, comme tu l'as dit, Emmanuel Macron, Albert de Monaco, Nicolas Sarkozy, qui est déjà venu 2 fois et qui reviendra bientôt une 3e fois. Petit teasing. Petit teasing, exactement. Ensuite, soit des patrons du CAC 40. On a reçu Total, L'Oréal, Accor, Club Med, Pernod Ricard, etc. Donc, tu vois, c'est quand même des très belles boîtes françaises. Et de plus en plus, on reçoit des entrepreneurs à l'origine de licornes françaises comme Blablacar, Conto, Ledger, Back Market, Doctolib, Aircall, etc. Et donc, moi, j'adore ces profils parce que c'est des entrepreneurs qui sont à l'origine de startups valorisées plus d'1 milliard. Effet waouh garanti pour tous les participants et tous les membres dans la salle qui ont la chance de pouvoir côtoyer ce genre de profil un peu exceptionnel. Je crois qu'il n'y a qu'une 30aine de licornes en France. Donc tu vois, le fait de les recevoir un par un et tout, c'est un peu magique, t'imagines. On est entouré d'entrepreneurs au quotidien et de voir que de temps en temps, tu as des petits projets, des petites startups qui un jour sont valorisées plus d'1 milliard. Moi, je suis admiratif. Tu vois, ça fait rêver tout le monde. Franchement, c'est beau, quoi. C'est respect. Waouh, comme on dit. Magnifique. Et quelle est ta stratégie, justement, pour avoir des profils d'exception en invité d'honneur à chaque déjeuner ? J'ai envie de te dire, Dorian, que c'était plus compliqué au début qu'aujourd'hui. Tu vois, quand tu dis un invité d'honneur potentiel, avant toi, il y a eu Sarko, Macron, Albert de Monaco et Mazella et Tony Parker. Et est-ce que tu veux bien être le suivant ? C'est plus facile. C'est plus facile, tu vois. Donc, je pense que c'était plus difficile au début. Maintenant, j'avoue que j'ai, entre guillemets, un petit peu moins de difficultés à faire venir des chefs d'entreprise. Voilà, on recevra là, prochainement Julie Huguet, la nouvelle directrice générale de la French Tech. Ensuite, on va recevoir Marc Simoncini, fondateur de Mythique et également jury dans l'émission qui va être mon associé sur M6, etc. Voilà, on alterne start-up, on alterne CAC 40 et on alterne politique. Et comment se fait la sélection justement des différents invités La sélection, elle se fait un peu en fonction de l'actualité, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est en fonction de l'actualité, il y a l'invité d'honneur, tu vois. Le but, c'est d'être bien dans le bon timing. Mais après, moi, j'aime bien recevoir des profils complètement atypiques. Tu vois, on avait reçu en septembre 2024 le général Réty, qui est le patron du GIGN. Tu vois, donc on est sur des profils qu'on ne croise pas à tous les coins de rue. À chaque déjeuner du club, d'ailleurs, tu as le patron du GIGN, le patron du RAID et le patron de la BRI. Alors après, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là ? Il n'y a pas de business. Eh bien, détrompe-toi. Moi, je suis convaincu qu'il y a toujours des synergies et des opportunités possibles avec des gens qui sont dans des univers complètement différents d'une autre ou loin d'une autre, etc. Et c'est ça qui est intéressant, justement, c'est de trouver ces synergies quand on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il y en ait. Ok, ça c'est pas mal. Et pendant le Covid, justement, c'était un peu un moment de crise et encore plus pour une activité en présentiel, d'événementiel comme la tienne. Ouais. Pendant combien de temps l'activité s'est ralentie, voire arrêtée ? Est-ce que tu peux revenir aussi sur cette phase très complexe, j'imagine pour Oui, toi ? bien sûr. Écoute, moi effectivement, ça a été une période compliquée parce que déjà j'avais 0 aide de l'État, parce que tu sais, l'État n'aidait uniquement que les entreprises liées à l'événementiel et à la restauration. Or, le Chinese Business Club est référencé comme société de conseil. Donc déjà en termes d'aide, 0. Bon, voilà. Après, j'ai la chance que le Chinese Business Club fonctionne bien, donc j'avais un peu de trésor. Mais ma hantise, si tu veux, c'était que les sociétés membres me réclament un remboursement. Logique, parce que comme toutes les réunions physiques étaient interdites, or 100% du Chinese Business Club, c'est du physique, c'est des cocktails, c'est des déjeuners, etc. Tout au long de l'année, il y en a une 15aine par an à Paris. Donc, pour couper l'herbe sous le pied, entre guillemets, et pour pas me retrouver à sec en termes de trésor, on voyait bien qu'il y en aurait pour 12 ou 18 mois d'arrêt, etc. Enfin, on l'a vite senti venir. Et donc, résultat, pour anticiper d'éventuelles demandes de remboursement de sociétés membres, j'ai proposé spontanément aux membres de prolonger automatiquement toutes les adhésions de 12 ou 24 mois gratuitement.
Et donc là, au moins, l'intérêt, si tu veux, c'est que j'ai eu 0 demande de remboursement, ce qui, moi, m'arrangeait bien, évidemment, en termes de trésorerie, logique. Et voilà, donc en gros, il ne s'est pas passé grand-chose pendant 18 mois. La particularité, c'est que je savais que les Chinois mettraient beaucoup de temps à revenir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ne sont pas encore revenus normalement, entre guillemets. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'élargir de changer de stratégie et d'élargir la cible du club à tout ce qui est start-up, entrepreneur, etc. Donc ça a été un moment de pivotement finalement pour le Chinese Business Club. Heureusement que j'ai fait ce choix stratégique, parce que sinon, si j'étais resté sur le focus France-Chine, objectivement, le Chinese Business Club se serait cassé la gueule. Il faut être réaliste. Et pourquoi justement ça n'a pas été un moment pour toi? Parce que tu le dis aujourd'hui, 90% du Chinese Business Club est franco-français. Donc finalement, pourquoi ne pas avoir renommé ça avec un autre nom et notamment peut-être le rapprocher de la France? Je ne veux pas changer la marque. Donc déjà, c'est une marque qui est protégée, déposée, qui m'appartient. Mais je ne tiens pas du tout à tourner le dos aux Chinois. Moi, je ne change pas de cible. J'élargis la cible. Donc les Chinois restent dans la cible du club. Effectivement, aujourd'hui, ils sont aux abonnés absents, mais à moyen long terme, ils reviendront. Dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, ils reviendront. Et en plus de ça, tu sais quoi, j'ai pas de concurrent sur ce créneau-là. Donc ce serait une erreur stratégique de ma part de leur tourner le dos et de ne plus m'adresser à eux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Le jour où les Chinois reviendront en France, ils reviendront spontanément au Chinese Business Club. Parce que via le nom, forcément. Mais parce qu'ils connaissent le club. Bien sûr. Jusqu'au Covid, je recevais régulièrement des délégations de milliardaires chinois, d'officiels chinois, d'entrepreneurs chinois, etc. Je recevais tous les mois des petites délégations de Chinois. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'à moyen long terme, ils ne reviendront pas. Donc, voilà, ce serait évidemment une erreur stratégique de leur tourner le dos. Et donc, c'est vraiment la raison pour laquelle je ne change pas la marque Chinese Business Club, qui en plus, de toi à moi, c'est mnémotechnique. Le CBC. Non, c'est vrai qu'on le retient. Le on retient assez facilement. Franchement, les gens retiennent assez bien la marque. Et même si aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de Chinois, ça n'empêche pas les gens en termes de branding, il venir. aurait fallu tout refaire, ça aurait pu être complexe. Oui, mais ça, à la rigueur, pourquoi pas. Mais je te dis, je ne tiens pas du tout à changer de la cible. Donc aujourd'hui, c'est franco-français à 90%. Dans 3 ans, dans 5 ans, tout ça évoluera. Rien n'est figé, entre guillemets. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le club cartonne. Les chefs d'entreprise, les investisseurs, les business angels, les entrepreneurs se bousculent pour venir tous les mois. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, pourvu que ça dure. Non, c'est cool et tu as bien raison. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus l'offre du Chinese Business Club? C'est des déjeuners, mais pas que. Tu peux nous en dire un peu plus? Si demain, on est adhérent du Chinese Business Club, quelles sont finalement les opportunités? Alors aujourd'hui, il y a 130 sociétés qui sont membres du club. Tout ça est officiel et transparent. Il n'y a rien de secret, ce n'est pas une secte. Si jamais... vous allez voir sur chinesebusinessclub.fr, vous avez la liste des sociétés membres parfaitement à jour. Qu'on met en description directement. Et sur ces 130 sociétés membres, les 3/4 le sont en adhésion corporate classique à 9 500 € hors taxes par an et par société. C'est 12 mois à compter du règlement et après tous les événements sont gratuits pendant 1 an. Les mises en relation, les cocktails, les déjeuners, etc. Il y a une 15aine d'événements par an à Paris. Les adhésions se font de date à date, c'est-à-dire que les entreprises peuvent rejoindre le club à n'importe quel moment de l'année, en janvier, en juin, en août, en septembre, peu importe, c'est 12 mois compté le règlement. Donc en gros, ça représente les 3/4 des sociétés membres. Et 1/4 des sociétés membres sont partenaires du club, donc sur des niveaux de tarifs qui sont beaucoup plus costauds. Bronze, 25 € hors taxes. Argent, 50 € hors taxes. Et or, 75 € hors taxes. Donc effectivement, il y a quand même des grosses différences de prix qui s'expliquent par le fait que les partenaires ont systématiquement plusieurs places à la table d'honneur à tous les déjeuners et toute l'année. Par exemple, si tu étais entrepreneur d'une start-up qui cartonne et que tu adhères au club en tant que partenaire bronze à 25 € hors taxes par exemple, tu aurais ta place garantie à tous les déjeuners toute l'année et tu pourrais me dire, voilà, moi Harold, au prochain déjeuner, j'aimerais avoir à ma droite Monsieur Bouygues, à ma gauche Monsieur Dassault et en face de moi Jacques Séguéla ou Philippe Douste-Blazy ou Michel Alliot-Marie ou Frédéric Mazella ou Anthony Bourbon. Et moi j'ai tout intérêt à faire en sorte que toute l'année, tu sois content
de tes placements à la table d'honneur pour qu'à la fin de l'année, tu fasses partie des 90% de renouvellement des sociétés membres du club. On a aujourd'hui au Chain Business Club 9 sociétés sur 10 qui restent fidèles et qui renouvellent son adhésion tous les années. 90% de fidélité. Donc, pourvu que ça dure. Et on touche du bois juste ici. Mais finalement, ça doit être une vraie logistique. Hein, quand tu as le plan de table et que tu dois réussir à mettre les bonnes personnes aux bons endroits. C'est une passion. Ah ouais. Non, mais vraiment, moi, c'est une passion. Et puis, j'ai de la chance parce que j'ai que la table d'honneur à gérer. Parce que, comme tu le sais, pour tous les autres membres, c'est emplacement libre en dehors de la table d'honneur. Donc, franchement, tout le monde est content. En fait, tout est fait pour que les membres qui viennent au club repartent avec un maximum de contacts à transformer évidemment derrière. Le but, c'est que tu rencontres plein de prospects que derrière, tu transformes en clients. Tu as un cocktail networking debout de 11h30 jusqu'à 13h, donc pendant 1h30, cocktail debout où les gens sont extrêmement mobiles, accessibles, etc. 1h30. Ensuite, déjeuner assis de 13 à 14, donc les partenaires à la table d'honneur, tous les autres en placement libre, etc. Donc, s'il y a des gens qui t'intéressaient pendant le cocktail, tu vas t'asseoir à la même table qu'eux. Déjeuner assis de 13 à 14. Et ensuite, à 14h, café une nouvelle fois debout pour que tout le monde continue d'échanger, de se rencontrer, etc. Donc, vraiment, tout est fait pour repartir avec plein de contacts à transformer, évidemment. Bien sûr, non, c'est que des prospects, des gens qui sont dans le club. C'est une recette qui a fait ses preuves et voilà, que tu fais. Oui, mais il faut continuer, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que ça. En permanence, je tiens pas du tout à me reposer sur mes lauriers. En permanence, je veux que les membres aient un peu l'effet waouh à chaque déjeuner. Je veux qu'ils soient surpris d'une façon ou d'une autre. Je veux que ça soit des beaux lieux avec des bons déjeuners, avec des gens dans la salle qu'on croise pas à tous les coins de rue. Elle est là, la valeur ajoutée du club. Des clubs, il y en a des milliers partout en France. Toi, tu es lyonnais, moi, je suis parisien. Il y a des clubs partout en France, à Paris et en province. Il y a des milliers de clubs. Ils sont tous très bien. Objectivement, ils sont tous très bien. Mais je pars du principe qu'on a des positionnements différents. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu avoir le positionnement le plus premium possible. Et je pense que beaucoup de gens qu'on croise dans mon club ne vont pas dans d'autres clubs et en tout cas on les croise pas à tous les coins de rue, ça c'est sûr et certain. Et pourquoi justement, donc peut-être que c'est par rapport à ton positionnement, tu vas nous éclaircir ce point, mais privilégier la capitale, Paris, est-ce que ça coule de source par rapport à ton positionnement ou est-ce que tu souhaiterais peut-être ponctuellement tester d'autres villes, pourquoi pas Lyon justement? Ouais, non mais attends, il y a des très belles villes, hein. Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, etc. J'y ai pensé, le problème c'est que c'est extrêmement difficile de faire bouger les Parisiens. C'est beaucoup de parigots dans tout ça. Le truc, si tu veux, c'est que c'est vrai que c'est plus facile pour moi de faire venir des Parisiens à Paris que de faire venir des Parisiens en province. Et puis, je constate quand même que beaucoup de sénateurs, de députés, d'ambassadeurs de grands pays, etc., et de journalistes sont géographiquement basés à Paris. Donc, je te cache pas que par facilité, j'organise des événements à Paris. Après, tu sais, moi, sur chaque événement du club, j'ai des gens qui viennent, alors, évidemment de province, ça, il y en a plein, et ils sont les bienvenus, mais j'ai des gens qui viennent des Émirats Arabes Unis, de Suisse, de Belgique, d'Angleterre, de Luxembourg. Il y a plusieurs sociétés membres qui sont basées au Luxembourg, qui sont basées en Belgique, qui sont basées en Suisse, etc. Et ils viennent à Paris. En gros, ils programment leur business trip à Paris autour des dates du club. Magnifique. Donc ça prouve bien, tu vois que... L'intérêt aussi du club. Ouais, il y a l'intérêt, ouais. Magnifique. Et donc tout à l'heure, tu nous parlais justement un peu chiffres. Si on traduit ça en termes de chiffre d'affaires, voilà, on va se mettre un petit peu plus dans la partie business et la partie entrepreneuriat de la chose. Ce qui est hyper intéressant avec justement les adhésions et le fort taux de renouvellement que tu as, c'est que tu arrives à avoir un très bon recurring finalement, ce qui est hyper intéressant d'un point de vue fort taux de fidélité, ça j'avoue que c'est... Donc ça c'est agréable. Et ça il n'y a pas de one shot, tu vois, grâce à ce système d'adhésion annuel. Il y a une vraie pérennité qui se met en place. Et ça, j'avoue que c'est très confortable. Mais on sait que voilà, les relations justement dans le business sont très, très importantes. Ouais. Ça se traduit comment le Chainese Business Club Alors, c'est un business model qui est assez intéressant parce que, en gros, ça fait à peu près 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est du récurrent à 90%. Et puis moi, j'essaye de réduire les charges. Tu vois, j'ai pas d'employés, j'ai pas de salariés, j'ai même pas de bureau. Je travaille de chez moi. Voilà, donc je trouve que c'est un vrai luxe d'avoir ce type de business. À côté de ça, je fais bosser pas mal de freelance, des indépendants qui sont à leur compte, qui bossent bien, qui sont réactifs, etc. Ils ne sont pas toujours donnés, mais
pour moi, c'est plus intéressant parce que si tu veux, j'ai une activité qui est totalement irrégulière. Tu vois, par exemple, au mois de mai, il ne se passe rien dans mon club. En juillet et en août, il ne se passe pas grand-chose non plus. Donc là, ça fait déjà un quart de l'année. Tu vois, je ne vais pas m'amuser à avoir des salariés, sachant qu'un quart de l'année, il n'y a rien à faire. Enfin, tu vois, donc, d'ailleurs, si c'était moi, je vais te dire, l'idéal, là, on change un peu de sujet, mais moi, je rêverais qu'en France, on ait tous un numéro de SIRET. Tu vois, aujourd'hui, on a tous plein de numéros. Tu as un numéro de CNI, un numéro de passeport, un numéro de permis de conduire, un numéro de carte vitale, un numéro de machin. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas de numéro de SIRET. Et l'intérêt, c'est que si on avait un numéro de SIRET, eh ben, on pourrait tous, en toute légalité, se facturer les uns les autres. Tu vois, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et je trouve ça un peu dommage. Après, je trouve que là, ces dernières années, on est de plus en plus dans une ère justement où tu le disais, c'est plus facile d'entreprendre, il y a beaucoup plus de freelance. Beaucoup plus de personnes veulent aussi se détacher peut-être du salariat, du patronat, pardon, donc être un peu plus... Et les patrons ont mauvaise image. Ouais. Tu vois, l'image de salaud de patron, ce rapport employé-employeur et tout, ça dérange beaucoup de monde, pas de souci, mais dans ce cas-là, ils ont tous un numéro de SIRET et à la fin de chaque mois, le salarié, plutôt que de recevoir spontanément un salaire de la part de son boss, et bien dans ce cas-là, il serait indépendant et il enverrait sa facture à son client. Ok. Tu vois ? Ouais, non, c'est assez intéressant. Parce que je trouve qu'il y a quand même... Objectivement, moi, je pourrais recruter. J'ai les moyens, j'aurais les moyens financièrement de recruter quelqu'un en CDI, mais je considère que ça coûte cher. Licencier, ça coûte le double. Si jamais mon salarié, entre guillemets, me traîne devant les prud'hommes, je suis sûr de perdre dans 95% des cas. Hein, on est d'accord. Il y a 11 jours fériés par an, ce que je trouve complètement délirant, 5 semaines de congés payés, quasiment 4 semaines de RTT par an dans la plupart des entreprises, 2 semaines de congés de vacances scolaires à la Toussaint, à Noël, en février, à Pâques, des ponts et des viaducs en pagaille au mois de mai. Non mais tu rigoles, en juillet, en août, franchement, il ne se passe plus grand-chose. Tu vois, quand tu es chef d'entreprise et que tu entends tout ça... t'es pas super motivé pour recruter. Et c'est un peu dommage parce que je crois qu'on est, je sais plus, 8 ou 9 millions d'indépendants en France. Non, enfin, j'ai plus les chiffres exacts. Mais bon, bref, je crois qu'on est 8 ou 9 millions d'indépendants. Je crois qu'il y a quasiment autant ou il y a un peu moins de chômeurs en France. Si chaque indépendant comme moi, on recrutait ne serait-ce qu'un seul chômeur, si on était incité d'une façon ou d'une autre, financièrement entre autres évidemment, si on était incité à recruter ne serait-ce qu'un seul chômeur chacun, on pourrait éradiquer du jour au lendemain le chômage en France. Ça peut être une piste pour non, mais réellement. Les politiques. Non, mais sauf que rien n'est fait dans ce sens-là. En tout cas, on n'est pas du tout... Enfin, aujourd'hui, je trouve qu'on est même dissuadé de le faire. C'est avec les propos que je te tenais avant. C'est-à-dire, ça coûte cher, Moi, je ne suis pas du tout incité à recruter. Ça me fait peur. J'ai peur que ça me coûte une fortune. Donc, je fais bosser plein de freelance. Après, tout le monde est content. Hein, mais... Et à défaut justement de recruter, t'investis, t'es business angel justement dans une pluralité de startups. Donc, à côté de ton activité d'entrepreneur, t'es également investisseur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette activité ? Alors, effectivement, j'investis à titre pro et à titre perso dans des startups dans lesquelles je crois. Je rencontre pas mal d'entrepreneurs qui me présentent leurs projets. Après, moi, je suis petit investisseur. Hein. Évidemment, je suis pas Xavier Niel. Enfin, pas encore, en tout cas. Jamais, malheureusement. Mais voilà, oui, j'ai investi dans quelques startups. J'y crois. Elles sont toutes différentes les unes des autres, pardon. Mais ouais, c'est intéressant. Enfin, pour l'instant, je regrette absolument pas mes choix. Je m'entends très bien avec les entrepreneurs concernés. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils bossent et franchement, j'essaye de les motiver. Puis je vais te dire, au-delà de l'argent que je mets sur la table, je pense que mon réseau et le carnet d'adresses que j'apporte et le Chinese Business Club que j'apporte et que je mets à disposition des entrepreneurs que j'accompagne a beaucoup plus de valeur que l'argent que j'investis chez eux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je vais te dire, aujourd'hui, trouver des investisseurs, c'est pas très compliqué. Trouver de l'argent, c'est pas très compliqué. Tu peux même aller à la banque et tu fais un emprunt et tu obtiens de l'argent. Le seul problème, c'est que la banque va te prêter de l'argent, mais tu n'auras rien en échange. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Sachant que pour le même prix, tu peux avoir un business angel qui va ouvrir son réseau, ouvrir son carnet d'adresses, te mettre en relation avec les bonnes personnes, etc. C'est un gain de temps énorme.
le réseau, ça vaut de l'or. Il faut vraiment voir le réseau comme un accélérateur de business. Tu vois, j'aime bien cette formule parce que c'est tellement vrai. Le réseau, c'est un accélérateur de business. Et je trouve que beaucoup de gens, et souvent d'ailleurs les entrepreneurs, négligent complètement. Moi, je vois bien, hein, il y en a plein que je rencontre et tout, le réseau, ça les emmerde. Mais ils ont tort parce que, d'ailleurs, avec le temps, ils s'en rendent rapidement compte. Mais c'est un accélérateur de business. Et Harold, c'est toi qui te rapproche de startups. Au contraire, c'est les startups, les entrepreneurs qui viennent à toi. Comment se passe cette relation justement d'investisseur-entrepreneur ? Alors moi, très sincèrement, j'ai pas le temps de dénicher des pépites. Le Chinese Business Club, c'est canon, mais c'est quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. En général, moi, je suis approché par des entrepreneurs et des startups via les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn, où je reçois pas mal de demandes et d'opportunités. Et puis après, à moi d'y donner suite ou pas, mais voilà, ça se fait en fonction du matching avec le projet et surtout les entrepreneurs. Tu vois, il y a le sujet, il y a le dossier, et puis il y a également les entrepreneurs qui sont derrière. Donc, il faut que ça matche à tous les niveaux. Donc, sur le profil, sur le projet, sur la mission, et il n'y a pas des éléments, on va dire, qui pour toi sont des... Il n'y a pas spécialement de secteur d'activité ou quoi que ce soit. Non, vraiment... assez ouvert sur tous les sujets. C'est mélangé. Magnifique. Bon, après, j'en fais pas 12 000 non plus. Hein, non, il faut quand même avoir le temps pour... Ouais, et puis l'argent aussi. Il faut avoir le temps et l'argent. Hein, donc, voilà. Magnifique. Tu nous parles de LinkedIn, tu es très actif sur moi, LinkedIn. Pourquoi justement un engagement, une activité finalement très importante sur LinkedIn, aussi sur Instagram, et finalement une place très importante au personal branding. Ça prend du sens quand tu dis justement que finalement tu es seul à la tête du bateau du Chinese Business Club, c'est toi qui l'incarne, c'est toi le Chinese Business Club. C'est d'ailleurs ton mail, hein, Chinese Business Club, c'est le nom, c'est le nom que tu mets sur ton mail. Pourquoi cette place très importante, et notamment sur LinkedIn? Alors, les réseaux sociaux, dont LinkedIn, mais pas que. Moi, je pense que c'est évidemment très important d'être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, il y a un compte Chinese Business Club sur TikTok, il y a un compte sur Instagram où tous les jours, tu as une nouvelle photo prise sur les déjeuners. Et LinkedIn, sur lequel je suis présent quotidiennement. Moi, j'ai à peu près 44 000 ou 45 000 followers abonnés sur LinkedIn, qui pour moi est vraiment le réseau social professionnel 100% B2B, donc c'est top. Donc j'invite évidemment ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent à avoir un profil parfaitement à jour et être actif sur LinkedIn, parce que pour moi c'est incontournable dans le business. J'essaye de poster, une fois par semaine, donc j'ai conscience que c'est pas énorme, mais bon, une fois par semaine, j'essaye de le faire. Et puis voilà. Et puis moi, pour le Chinese Business Club, c'est une formidable vitrine en ligne, parce que très souvent, je rencontre des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs à qui je présente le Chinese Business Club, et ils n'en ont jamais entendu parler. Donc tu vois, j'ai encore un gros boulot en termes de communication, visibilité, notoriété, etc. Tu vois, moi, il y a plein de gens à qui j'en parle. Quand je les rencontre, ils me disent c'est quoi ton truc ? Ils pensent que c'est un restaurant de Nem dans le 13e arrondissement. Enfin, je suis un peu provocateur quand je dis ça, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils se demandent complètement ce que c'est que mon truc, quoi. Donc tu vois, j'ai encore pas mal de boulot en termes de notoriété, communication, etc. Mais tant mieux. Tant mieux. On progresse tous les jours, on apprend tous les jours. Et puis grâce à Planète Grandes Écoles, tous les étudiants et jeunes diplômés seront tous sur le club. Magnifique. En tout cas, et dès qu'ils monteront leur boîte, ils rejoindront le club, évidemment. C'est la stratégie. En tout cas, on voit beaucoup d'étudiants, de jeunes diplômés qu'on retrouve au Chinese Business Club à l'issue des vidéos. Encore une fois, tout est en description. On vous l'a déjà exposé. Le networking, c'est tout un art, Harold. Mais après, on peut, par exemple, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, on peut faire gagner 1 ou 2 couverts pour ceux qui suivent Planète Grandes Écoles, par exemple. Eh ben, écoute, je réfléchis en même temps que je te parle. Comment on pourrait faire un truc du genre, commenter le truc on peut faire sur Instagram. Un tirage au sort parmi tous ceux. Allez, banco. Eh ben, écoute, pari tenu. Deux couverts offerts. Allez, c'est fait. Bon, ça sera déjà fait au moment où vous regardez cette vidéo, très probablement. Et ça se passe sur le Instagram. Et n'hésitez pas, encore une fois, pour voir les photos, comme Harold l'a dit, on mettra tout en description. Ton LinkedIn pour voir tes publications quotidiennes. Enfin, hebdomadaires, pardon. Et justement, les publications quotidiennes sur Instagram. Harold, le networking, c'est tout un art. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 conseils pour justement réussir à faire bonne impression et à bien réussir son networking ?
Alors, des conseils, j'en ai plein. Déjà, je pense que c'est très important d'avoir une bonne présentation physique, d'être propre sur soi, d'être en chemise plutôt qu'en t-shirt, d'être en pantalon plutôt qu'en jean, d'avoir des chaussures normales plutôt que des baskets. Tu vois, ça peut paraître bateau ce que je te dis, mais bon, avoir des cartes de visite, donc soit papier pour la génération d'avant, soit QR code version électronique pour la nouvelle génération, mais au moins avoir une carte de visite prête en ligne, téléchargeable ou tu vois, qu'on puisse télécharger. Ensuite de ça, si jamais tu as 2 soirées le même soir, une soirée où tu connais personne et une soirée où tu connais tout le monde, je t'invite évidemment, mon cher Dorian, à aller à la soirée où tu ne connaîtras personne, parce qu'en termes de réseau et de networking, c'est là où tu rencontreras, par la force des choses, plein de monde. Alors évidemment, les premières minutes seront un peu gênantes, comme on dit. Et puis après, tu vas rencontrer des gens qui eux-mêmes te présenteront d'autres gens qui connaissent sur place, etc. Et donc, c'est là où tu repartiras avec plein de nouveaux contacts. Après, j'ai envie de te dire, développer son réseau, c'est pas très compliqué. C'est beaucoup plus difficile de l'entretenir. Voilà. Donc tu peux l'entretenir, je sais pas moi, déjà en souhaitant la bonne année ou en souhaitant un bon anniversaire. Ça coûte rien du tout, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Tu peux féliciter la personne quand elle a un papier ou un article ou je sais pas quoi sur son business. Ça coûte rien du tout et ça fait plaisir aussi. Ça permet de se distinguer de tous les autres qui ne le font pas. Faut être réaliste, hein. Voilà. Le but, c'est de te démarquer des autres. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le club. Que je te disais tout à l'heure, il y a des milliers de clubs partout en France. Moi, j'ai toujours voulu faire en sorte que le Chinese Business Club soit pas noyé dans la masse, mais sorte du lot et soit visible. Et pour le réseau, le carnet d'adresse, il faut faire pareil. Il faut essayer de se différencier des autres. Il faut essayer de se faire remarquer dans le bon sens du terme, hein, évidemment. Pas de façon négative, mais voilà, ça coûte rien de féliciter quelqu'un, ça coûte rien de lui souhaiter des vœux ou un bon anniversaire, ça coûte pas grand chose voilà. Et puis le réseau, si tu veux, il faut le développer quand on n'a rien à demander. Sinon, c'est infernal, tu vois. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui t'a pas contacté depuis des années te contacte en disant hello Dorian, je suis au chômage, tu connais du monde, toi tu vas pouvoir m'aider, tu vois. C'est pas très agréable. Magnifique. Ok, hyper ça, c'est du concret là. Ah non, mais ça c'est top. Franchement, on adore et c'est factuel au moins pour le mettre en application. Tu parlais de carte de visite. Oui. Comment demain on arrive à donner sa carte de visite si voilà, on a eu l'échange, une interaction avec la personne, mais que finalement, voilà, ça s'est terminé, on n'a pas eu le temps. À quel moment dégainer sa carte de visite ? Est-ce qu'il y a une bonne méthode, une bonne stratégie ? Alors, il n'y a pas de bon moment pour dégainer une carte de visite. Quand tu rencontres quelqu'un, tu sors ta carte de visite, alors qu'elle soit en ligne ou je sais pas quoi, tu te proposes ta carte de visite. Et voilà. Et après, évidemment que pour entretenir ce réseau, le lendemain ou le surlendemain, tu envoies un petit mail à la personne que tu as rencontrée en disant « Ravi d'avoir fait votre connaissance, comme convenu mes coordonnées, restons en contact avec plaisir, tu vois. Et puis moi, mon business, c'est ça, ça et ça, tu vois. » Ça n'attend pas particulièrement de réponse, mais ça permet de créer la relation et de l'établir, tu vois, et de l'installer dans la durée. Ça coûte rien et c'est très rapide et efficace. C'est redoutablement efficace d'envoyer un petit message en disant « Ravi d'avoir fait ta ou votre connaissance, on reste en contact avec plaisir. » Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça montre voilà, un petit geste d'attention, une considération. Non, mais tu vois, c'est pas. Et je vais te dire, très peu de gens font ce que je te dis. Hein, le conseil peut paraître bateau, comme on dit, mais malheureusement, très peu de gens le font. On a quelques questions punchy un petit peu pour la fin, Vas-y. Harold. Est-ce que tu peux nous dire une journée dans la peau d'Harold Parizeau, président du Chinese Business Club ? Eh bien, écoute, je me lève le matin entre 8h et 8h30. Je travaille de chez moi en pyjama. Ensuite, j'ai quasiment tous les jours des déjeuners à droite à gauche avec des membres du club. Il y en a 130, hein, donc voilà. Ou des journalistes ou d'autres personnes. L'après-midi, soit j'enchaîne quelques rendez-vous, soit je bosse depuis la maison sur mon ordi. Le soir, j'ai toujours 1 ou 2 cocktails. Et puis, ça m'arrive souvent de me remettre au boulot sur mon ordi après le dîner.
Et je bosse souvent tard sur mon ordinateur jusqu'à minuit, 1h, 2h du mat et tout. Mais j'aime bien parce que le soir, tu reçois pas de messages, tu reçois pas de mails, le téléphone sonne pas. Et donc, résultat, je me sens hyper productif. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'aime bien bosser tard comme ça le soir. Et finalement, tu n'as pas cette sensation de ce que tu disais tout à l'heure, tu as plus la passion maintenant, tu vibres davantage, tu n'as pas cet aspect de boulot au sens corvée, il faut que je gagne ma vie, tu le fais vraiment parce que tu kiffes, quoi. Ah oui, non, alors moi je te dis tout de suite, j'ai la chance de faire de ma passion mon métier, je suis passionné par ce que je fais, le Chinese Business Club c'est mon bébé, c'est une vraie aventure, ça a démarré de zéro, personne n'y croyait. Et puis, moi, je l'ai vu grossir, grandir, etc. Donc, c'est une passion. Et puis, le fait que ça marche, ça me motive, ça me stimule encore plus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme les entrepreneurs que j'accompagne. Entre guillemets, il y a une sensation de sentir utile. Tu vois ? Je constate que les entrepreneurs que j'accompagne, entre guillemets, je me sens utile. Donc, c'est vachement agréable. Ça fait toujours plaisir. Bah oui. Avec du recul, Harold, c'est quoi une anecdote, un fait marquant, un événement qui t'a marqué depuis la création du Chinese Business Club en 2012 ? Oh bah, il y en a plein. Hein. Un vraiment qui t'a plus marqué. Ou alors si t'en as plusieurs, tu peux nous il y en a plein. Hein. J'ai eu la chance de recevoir Jean d'Ormesson, tu vois, donc qui était quand même un très grand monsieur et c'était un moment magique. Donc on s'était rencontrés complètement par hasard, etc. Et puis il est venu et c'était extraordinaire. Et il est arrivé, il a commencé son discours. Alors, évidemment, il n'y avait pas un bruit dans la salle et tout. Il a commencé son discours en disant bon, je vous préviens, je n'y connais rien à la Chine, mais Monsieur Parizeau m'a demandé de venir, alors je suis là devant vous, etc. Donc évidemment, ça a fait rire tout le monde. Mais donc c'était vraiment... C'était un bonheur, tu vois, de le recevoir en invité d'honneur. Emmanuel Macron, quand il est venu, je te cache pas que c'était quand même vraiment... tous les journalistes sont venus en se disant « Mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon » où le ministre de l'économie intervient, prend la parole, etc. Tu vois, mon club, il était inconnu à ce moment-là. Sarko est venu plusieurs fois, Albert de Monaco est venu, on a même reçu le professeur Raoult, tu vois. Donc moi j'aime bien recevoir des profils un peu clivants. Et c'est vrai que recevoir le professeur Raoult en plein Covid, c'était osé. Et voilà. Et puis finalement, ça s'est très très bien passé, comme tous les autres invités d'honneur que j'ai reçus, ça s'est toujours bien passé. Et voilà. Mais au moins, ce que j'aime, si tu veux, en recevant des invités d'honneur un peu atypiques, c'est que les membres et les participants et les invités, ce que je veux, c'est qu'ils aient une réaction. On aime, on n'aime pas, on est pour, on est contre, peu importe, mais au moins, ça suscite une réaction et une émotion. Voilà. On développe l'esprit critique. Ça nous permet voilà. Le but, c'est d'ouvrir au dialogue, bien sûr. Un échec, Harold, un énorme échec ou quelque chose où tu as un peu plus... Une grosse boulette. Voilà, une grosse boulette. Là, j'en ai une. Une grosse boulette. Il y a prescription, donc on peut en parler maintenant, mais la grosse boulette, c'était en 2014. Les invités arrivent en retard, etc. au déjeuner. Et donc, il y a un invité qui arrive et je lui dis « Dépêchez-vous, allez vous asseoir parce que l'invité d'honneur va arriver. » Et là, il me regarde et il me dit Monsieur Parizeau, c'est moi l'invité d'honneur. Et j'étais là, oh là là. Et en fait, j'avais fait. Alors là, voilà, c'était une grosse boulette. Évidemment, c'était 100% de ma faute. J'avais fait la connerie de ne pas regarder sa tête sur Google Images. Ouais, et là, franchement, la honte de ma vie. Voilà. Donc, cet invité d'honneur, c'était Jean-Paul Agon, l'ancien président de L'Oréal. Et voilà, bon, écoute, il m'en a pas voulu, enfin si, il m'en a voulu un petit bout de temps quand même, mais avec le temps, rigole. Lui il en rigole pas, je sais pas s'il en rigole, mais bon, moi malheureusement, voilà, j'ai fait la boulette, mais en tout cas, je sais qu'il m'a pardonné, je veux dire pourquoi, parce qu'il est revenu quelques années plus tard en invité d'honneur, et il est arrivé et il m'a dit, vous me reconnaissez cette fois-ci. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'il se souviendra du Chinese Business Club. Oui, ça, il s'en souvient, ouais. Ça reste marquant. Donc voilà, bon écoute, c'était une petite anecdote. Franchement, sur ce coup-là, j'avoue que j'ai pas été bon. Et ça, pour moi, ça a été une bonne leçon parce que depuis, je peux te dire que tous les gens qui viennent, et tu vois, dès qu'il y a des patrons qui viennent au club, et même s'ils sont pas invités d'honneur, mais je sais qu'ils sont dans la liste des participants, je regarde toujours leur tête et tout pour pas vexer, parce que le problème, c'est que tu vexes les gens, malheureusement. Surtout si c'est des personnes d'un certain niveau. Voilà, tu vois. Non, mais là, évidemment que là, l'erreur, c'était 100% de ma faute. Et donc voilà, c'était une belle boulette.
Là, je sais pas si ça répond à ta question, Oh, mais carrément. celle-là, elle était belle. Très belle. Donc, on t'a demandé un fait marquant, on te demande maintenant un objet marquant, on t'a demandé un Ah élément oui, je suis venu d'interview. avec. Exactement. De le préparer. Donc, l'objet marquant, est-ce que tu peux nous commenter cet objet donc on t'a demandé de prendre? Il se trouve qu'à chaque déjeuner du Chinese Business Club, tous les invités, les membres, les participants, etc. repartent avec des cadeaux, des goodies, des plaquettes, des flyers, des parapluies, des mugs, je sais rien moi, des thermos, tout ça, le logoté de Chinese Business Club. Et il y a quelques années, j'ai fait des Rubik's Cube Chinese Business Club, tu vois, bleu, blanc, rouge, parce que comme le club est franco-français à 90%. Et la particularité de cet objet culte, entre guillemets, le Rubik's Cube que tout le monde connaît, c'est que moi, le mien, j'ai jamais osé le tourner parce que je suis nul et que ma hantise, c'est de ne pas savoir le remettre, machin et tout. Donc, tu vois, je le garde, mais entre guillemets, je n'ose pas trop tourner parce que je serais incapable de le remettre. Donc voilà mon objet culte qui reste sur mon bureau, posé, immobile, tous les jours, toute l'année. Ah, donc là, ça, c'est historique, c'est iconique. Non, mais c'est marrant, c'est rigolo. Alors, j'imagine qu'il y a plein de membres qui sont amusés à le tourner et tout, mais moi, je te dis, je joue pas trop à ça parce que je sais pertinemment que je serais incapable de le remettre dans le bon ordre, donc ça reste comme ça. Il faudrait inviter un champion du monde de Rubik's Cube. T'as déjà vu des vidéos là sur les réseaux sociaux, fou, ouais. les mecs font ça même à une main et tout, tac, 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 tac. Les yeux bandés. Les yeux bandés et en 20 secondes, ils te remettent le truc. Non, mais c'est impressionnant. Moi, je vois ça, on se demande si c'est pas truqué tellement c'est irréel, quoi. Donc moi je suis à l'opposé de ça. Donc le mien, pour être sûr de pas être ennuyé, si tu veux, je le laisse comme ça, au moins il y a pas de souci. Ok, non mais c'est assez marrant. Merci, Voilà. merci Harold. Et enfin, dernière question pour conclure cet échange. Pourquoi as-tu accepté justement de venir aujourd'hui sur Planète Grandes Écoles pour parler de ton parcours? Ah bah alors là, je vais te dire, mon cher Dorian, la réponse est très claire. Planète Grandes Écoles s'adresse aux étudiants et aux jeunes diplômés. Eh bien, 100% des futurs membres du Chinese Business Club sont d'actuels étudiants et d'actuels jeunes diplômés. Donc, moi, je rêve que les étudiants et les jeunes diplômés connaissent et aient entendu parler du Chinese Business Club et que leur rêve, ça soit de devenir un jour membre du Chinese Business Club. Magnifique. Merci beaucoup Harold. Merci à toi. Pour l'échange. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Il y a énormément de liens en description comme on l'a évoqué. Le site du Chinese Business Club, l'Instagram, le compte LinkedIn d'Harold, les vidéos qu'on a pu réaliser lorsqu'on est venu passer des journées immersives directement lors des déjeuners du Chinese Business Club. N'hésitez pas également à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci Harold d'avoir Et on accepté. fait gagner on fait gagner 2 couverts. Alors je ne sais Allez. pas quel sera le mode opératoire pour gagner, mais On va gérer tout ça. Mais 2 couverts à gagner sur un prochain déjeuner du Chinese Business Club. Donc restez connectés, restez assidus. Merci beaucoup Harold. Merci et à très Dorian. vite. À bientôt. Merci.